Alors dans cette vidéo, j'avais envie aussi de te parler des besoins en lien avec la situation qu'on vit en ce moment. Là, je fais cette vidéo, on est début septembre, je sais même plus la date, je crois qu'on est le 7 septembre 2020. Et donc on est en cette rentrée là dans ce contexte de crise sanitaire et de Covid-19. Et j'avais envie d'explorer aussi cette notion des besoins dans cette situation qui est quand même très particulière. Alors je me suis déjà positionnée, j'ai déjà expliqué ce positionnement dans la vidéo, je te mettrai le lien. C'est la vidéo et le podcast aussi que j'ai appelé « Est-ce vraiment correct ?» Et donc je ne vais pas revenir dans les détails de pourquoi je dis ce que je dis et je me suis positionnée comme ça. Donc voilà, je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo, écouter ce podcast si tu l'as pas... voilà, si tu n'as pas eu accès à ce contenu, parce que sinon peut-être tu vas moins bien comprendre ce que je vais dire là, mais... pour résumer, je peux peut-être juste dire que j'ai expliqué pourquoi, pour moi, en fait, la pandémie, elle est finie. J'ai expliqué que, pour moi, le virus a perdu de sa charge virale, il a perdu de sa virulence. On fait tout un battage dans les médias mainstream et au niveau gouvernemental, on passe tout un tas de lois liberticides et c'est de pire en pire. Alors que, ok, il y a de plus en plus de cas, mais on oublie juste un certain nombre de choses par rapport à ces tests. Donc déjà, il faudrait corréler le nombre de cas positifs par rapport au nombre de tests effectués. Et puis encore faudrait-il que ces tests soient fiables, parce qu'il y a quand même pas mal d'articles et d'éléments scientifiques solides qui montrent que ces tests ne sont absolument pas fiables et que les personnes, je parle du test PCR, et les personnes même qui ont conçu ces tests ont dit qu'il ne fallait absolument pas les utiliser comme indicateur de contagiosité. Donc voilà. Et puis il y a quand même aussi des personnes qui ont pu témoigner dans des hôpitaux, des centres hospitaliers, que des personnes qui avaient été testées plusieurs fois avaient été comptées autant de fois qu'elles avaient réalisé de tests. Donc ça veut dire qu'il y a des doublons, des triplettes et de tout ce que vous voulez. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes des fois qui ont fait jusqu'à 8 tests, 10 tests. Donc il y a des personnes qui sont comptées plusieurs fois, qui sont comptées à chaque fois qu'elles refont le test. Et puis je pense qu'il faudrait peut-être faire aussi la différence entre être testé positif au Covid et être malade. Parce que je vous signale quand même que les indicateurs en mars, avril qui étaient pris en compte pour prendre les décisions par rapport aux lois liberticides, etc., c'était des indicateurs du nombre de malades, du nombre de places en réa et du nombre de morts. Et là, quand vous regardez ces indicateurs-là, c'est plus du tout ceux qui sont pris en compte maintenant. C'est normal, puisque en fait, des malades, il y en a quasiment plus, ils ont des symptômes hyper légers. La plupart des cas positifs sont asymptomatiques. Il y a très peu de personnes en réa. Et il y a très peu de morts. Il y a très peu de morts. Et ça m'a fait marrer parce que j'ai vu un article là qui disait que ça y est, les laboratoires Roche venaient de mettre en place un test pour pouvoir distinguer la grippe du Covid. En septembre 2020, ça y est, on a un test pour pouvoir faire la différence de la grippe du Covid. Quand je vous disais qu'il y avait eu cette année 72 morts de la grippe, ça veut dire qu'en fait, toute cette année, jusqu'à présent, on a confondu et on a mis dans le même sac les grippés et ceux qui ont le Covid. Enfin voilà, tout ça pour dire que voilà, j'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi je ne croyais absolument pas à toute cette peur, à cette panique et à toute cette tragédie et cette hystérie qui pour moi n'a aucun sens. Et j'ai expliqué pourquoi voilà, toutes ces lois qui sont en train de passer, ça n'a absolument aucun sens et j'ai dit ce que j'en pensais et je pense que ça sent là dans l'énergie que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre, ce que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est d'explorer cette situation à partir des besoins. Tout simplement parce que je pense que s'il y a un truc que vous avez bien remarqué aussi, c'est que tout ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça crée au niveau de notre population? Ça crée énormément de division. Je pense que vous connaissez ce dicton de diviser pour mieux régner. Eh ben moi je suis pas d'accord avec ça non plus. Et moi je suis pas pour la division. Moi je respecte complètement qu'on puisse avoir des opinions, une vision complètement différente de la mienne. J'ai beaucoup un respect qui est réel pour ça.
Et pour moi, ça pose pas de problème quand je vois des personnes qui sont avec le masque, y compris seules dans leur voiture, ça m'amuse. Mais j'ai aussi beaucoup de compassion parce que je me dis, pour être seul avec son masque dans sa voiture, il faut vraiment avoir super peur. Et j'ai beaucoup de compassion en fait pour ces personnes qui sont dans cette peur-là. Et je respecte ça. Et ce que je trouve intéressant avec le regard de cette situation sous l'angle des besoins, c'est que les besoins, quelles que soient nos opinions, les besoins, ils ont cette magie de pouvoir nous reconnecter de cœur à ce que vit l'autre, même si on n'est pas d'accord avec ses opinions, parce que ça ne se place pas sur le plan du mental. Ce qui nous divise, c'est nos opinions, c'est quand on est placé sur le plan de la croyance, du mental, ça peut nous diviser. Mais quand on est sur le plan des tripes, des besoins, du cœur, alors on peut se relier à ce qui se passe pour l'autre, et on peut s'unir à nouveau, et on peut respecter, et on peut se connecter à l'autre. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement quels sont les besoins des différents camps. Si on imagine qu'on est divisé en deux camps, qu'il y aurait les personnes qui suivent les recommandations gouvernementales et des médias, et puis les personnes qui s'y opposent, les fameux complotistes. Je trouve intéressant d'aller regarder quels peuvent être les besoins des uns et des autres. On commence par qui? Allez, on commence par ceux qui suivent les recommandations des médias mainstream, du gouvernement, etc. Donc qui ont peur de ce virus, qui ont peur d'être contaminés, qui ont peur de contaminer les autres, donc qui mettent un masque, etc. Quel est le premier besoin qu'on peut identifier dans toute cette frange de la population? On va dire, je sais pas, il y a peut-être un bon 75% de la population en France, je dirais, qui est là-dedans. Bon, après, j'en sais rien, mais c'est une estimation comme ça à la louche. Quel est le besoin essentiel des personnes qui font ça? C'est un besoin de sécurité. Il y a un gros besoin de sécurité. Il y a énormément de peur. La peur est liée au besoin de sécurité. Il y a cette peur de tomber malade, il y a cette peur de contaminer l'autre. Donc il y a ce gros besoin-là de sécurité. Comme je vous le disais, nous faisons partie du règne animal. Nous avons en nous des instincts de l'animal. Nous avons en nous des comportements, des programmations qui font partie de l'animal. Je ne dis pas que ces gens sont des animaux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Moi aussi, j'ai ces comportements, etc. Soyons clairs. Donc, nous avons tous, vous et moi, des programmations et des instincts qui font partie de notre animalité, puisque nous faisons partie du règne animal. Et quelles sont ces programmations? C'est intéressant d'aller voir, parce que quand on a peur, ça va être ces programmations et ces instincts qui vont fonctionner, mais extrêmement rapidement, comme en automatique, parce que ce sont des mécanismes de survie, donc c'est très fort. C'est très fort et c'est très rapide, et souvent c'est inconscient. Et quelles sont ces programmations? Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent en danger et qu'on est dans un contexte collectif où on vit ensemble, dans un contexte social? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien, comme justement nous avons des programmations de type clan, de type tribu, etc., comment ça fonctionne un clan ou une tribu? Il y a un chef, il y a un alpha. Ça peut être un mâle, une femelle ou plusieurs. Souvent il y en a un si c'est un petit groupe, mais après quand c'est un plus grand groupe, il peut y en avoir plusieurs. Et donc il y a ces alphas, ces dominants. Comment ils sont arrivés là en tant qu'alpha et dominants? Ils sont là parce qu'ils sont plus forts, ils ont plus de ressources, peut-être ils sont plus habiles, peut-être ils sont plus intelligents. En tout cas, ils ont un ensemble de capacités, en tant qu'animal, je parle, qui ont fait qu'ils sont à la tête du groupe, ils sont à la tête de la tribu. Et en tant qu'animal, ça a du sens que ces alphas par exemple, se nourrissent en premier, parce que s'il y a un danger, c'est quand même eux qui vont aller combattre en premier, parce que leur rôle, c'est de protéger le groupe. Ce sont un peu les guerriers, les protecteurs du groupe. Donc ça va être intéressant qu'ils aient plus de ressources de nourriture. Quand il va y avoir une exploration d'un nouveau territoire, c'est eux qui vont être en première ligne, parce que s'il y a un danger, c'est eux qui vont se le coltiner. Donc ça, c'est nos programmations animales, instinctives. Donc quand on a peur, on peut sentir en soi si on porte cette vibration déjà de l'alpha ou pas, et si on est en train de chercher un protecteur, une autorité pour aller trouver de la protection, pour aller trouver de la sécurité. Et il n'y a rien de mal à ça, c'est juste comme ça qu'on fonctionne en fait.
Et moi, je vois beaucoup ça. Alors évidemment, nos alphas dans notre société, là maintenant, ce sont nos gouvernants et ce sont en fait toutes les personnes autour de nous, à différents niveaux, à qui nous donnons une quelconque forme de crédit et d'autorité. Toutes les personnes à qui nous allons demander conseil, à qui nous allons demander quoi faire. Donc il y a cet aspect d'animalité, et puis évidemment, il y a aussi notre enfant à l'intérieur qui a appris, quand il est en danger, à demander à papa et à maman quoi faire. Donc entre ces aspects animaux, instinctifs, et puis les parts de nous qui sont des enfants un peu apeurés, etc., effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher allégeance auprès d'autorités et qui vont se soumettre à ces autorités parce que c'est rassurant et ça donne un sentiment de sécurité de le faire. Et il n'y a pas à juger, c'est juste un fait et c'est juste une programmation que nous avons tous. Après, dans ce que j'observe de ces personnes, toujours dans le camp des personnes qui suivent les préconisations du gouvernement, des médias, etc., je vois qu'il y a beaucoup aussi cette notion de protéger l'autre. Ça, c'est affiché très fort. C'est sauvons des vies, restons chez nous. J'ai vu aussi des trucs passer du style je protège papy, je reste à distance, etc. Donc il y a ce truc affiché aussi de je vais protéger l'autre. Alors, je le sens de deux manières. Il y a le fait je vais protéger l'autre qui contient la peur de faire mal à l'autre. Donc c'est-à-dire je ne veux surtout pas prendre le risque de me sentir coupable d'avoir fait mal à l'autre et donc voilà, c'est encore une autre peur de faire du mal. Et donc je vais faire tout ce que je peux pour ne pas faire mal à l'autre. Donc ça c'est aussi quelque part une autre contrepartie du besoin de sécurité pour soi, pour l'autre, etc. Et puis il peut y avoir un sincère élan et besoin de contribution, de dire voilà, je suis un peu démunie, je vois bien qu'il y a quelque chose qui me paraît horrible, absolument dévastateur, qui fait beaucoup de souffrance, etc. Et moi, comment je peux aider? Et si je peux aider simplement en obéissant, en restant chez moi, en mettant mon masque, et que je crois vraiment que ça va aider, alors il y a un besoin de contribution qui peut être là sincèrement chez un certain nombre de personnes. Et je pense que ça, on peut s'y relier aussi, même si on n'est pas d'accord et même si on a d'autres opinions, on peut se relier aux besoins de sécurité des personnes et à leurs besoins de contribution. Et puis, il y a un autre besoin que moi je perçois toujours dans ce camp-là, qui est le besoin d'appartenance. Alors ça, c'est un besoin qu'on a tous aussi, qui est aussi inscrit dans nos instincts animaux, puisque dans notre animalité, dans nos instincts, on sait, et c'est à rattacher aux besoins de sécurité, on sait que c'est beaucoup plus sécure de faire partie du groupe. C'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Il y a un certain nombre d'expériences qui montrent à quel point cet instinct est fortement engrammé chez l'être humain, mais je ne vais pas développer ça dans cette vidéo-là, mais ce serait intéressant que j'y revienne dans une prochaine vidéo. Et donc cet instinct inconscient de faire comme les autres, même si on ne sait pas pourquoi on le fait, ça, c'est vraiment inscrit et à rattacher, comme je disais, à notre besoin de sécurité. C'est vraiment très très fort. Et c'est aussi à relier dans la polarité inverse à la peur du bouc émissaire. Parce que si dans le groupe, il y a quelques personnes, ou même juste une personne qui sort de la masse et qui a été identifiée comme différente, etc., on sait que dès qu'il y aura un problème, c'est sur cette personne-là que les ennuis vont tomber et que le groupe va décharger en fait. Que le groupe va punir, va se défouler et va se servir du bouc émissaire comme exutoire. Et ça, inconsciemment, on le sait tous, cette peur du bouc émissaire. Et donc il y a un certain nombre de personnes complètement inconsciemment qui vont aussi se conformer au groupe pour ne surtout pas être la tête qui dépasse du groupe quand si jamais il y a un souci, être exposé et avoir des problèmes en fait. C'est le fameux pour vivre heureux, vivons cachés. Ça, c'est vraiment une programmation qui est chez beaucoup de personnes. Donc vous voyez, ce besoin de sécurité, il peut s'exprimer de plein de manières. Et il y a aussi ce besoin de contribution. Et donc même si on n'est pas d'accord avec ces personnes qui mettent des masques, qui soi-disant se soumettent, etc., je pense qu'on peut se relier à ces parts-là que nous avons tous. On a tous besoin de sécurité, on a tous envie de contribuer et on a tous ressenti cette peur du bouc émissaire et ce besoin d'appartenir à un groupe. Donc ça, je pense que ça relie vraiment tous les êtres humains. Alors est-ce qu'on va voir un peu du côté des complotistes ? Ce serait quoi les besoins des complotistes? Vous savez, ces gens
c'est psychopathe, c'est narcissique, etc. Qui sont tous d'extrême droite, qui sont tous racistes, qui sont négationnistes, etc. Hein, qui sont profondément incorrects. C'est quoi leurs besoins? Je ne peux pas prétendre parler pour tous les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement, hein. Chacun parle pour soi, mais je peux dire ce que moi je perçois. Et je peux parler pour moi déjà, c'est déjà un bon début. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que dans la manière, et j'en ai témoigné dans tout un tas de vidéos que j'ai fait pendant le confinement et au déconfinement, etc. Donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Pour moi, ce qui m'a vraiment mis en mouvement en premier, c'était le besoin de sens, le besoin de cohérence. Parce que je sais pas, mais je pense que vous vous rappelez quand même au mois de mars que ce qu'on s'est pris comme information et comme déclaration et comme décision du gouvernement, mais alors ça allait d'un extrême à l'autre. Alors un coup on a des masques, un coup on n'en a plus, un coup ça sert à rien, puis de toute façon on ne sait pas le mettre, et puis un coup c'est obligatoire. Et puis on s'est pris des décisions, mais dans des choses mais complètement contradictoires en très peu de temps. Et ça, dans un contexte aussi anxiogène, avec autant de matraquage sur le nombre de morts, etc. Dans ce contexte-là, ça a un effet sur le psychisme de la plupart des gens, hein, c'est de les mettre en dissonance cognitive. Alors moi j'étais totalement en dissonance cognitive, j'étais un peu perdue, et alors chacun réagit différemment et retrouve son équilibre ou pas, mais plus ou moins de temps à retrouver son équilibre différemment. Et moi ce que j'ai fait, et j'en ai déjà parlé, c'est que j'ai cherché des infos. J'ai cherché du sens, parce que je comprenais pas, et moi j'adore comprendre, et donc moi j'ai cherché à comprendre. Et donc j'ai cherché d'autres infos et j'ai cherché à me relier aux faits. Voilà, donc ça a été ma démarche. Et donc pour moi, c'est d'abord une quête de sens, c'est d'abord une quête de vérité, c'est d'abord une démarche de se relier à la réalité de ce qui est. Quand je vous disais là par rapport au nombre de cas dont on nous bassine, hein, on est les champions du monde du nombre de cas, là, c'est hallucinant. Mais il y a très peu de morts. On ne nous parle plus des morts parce qu'il n'y en a plus. Donc voilà, il y a pour moi ce principe de sens, de cohérence et de coller à la réalité. Et ça pour moi, mais c'est essentiel. Et c'est marrant parce que moi, j'ai replacé mon besoin de sécurité par la quête de sens. Hein, chacun gère son besoin de sécurité différemment. Ben moi, mon besoin de sécurité, il passait par le fait de comprendre. Parce que voilà, peut-être je suis une nana hyper mentale, ou voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. C'est clair que j'ai un mental qui est voilà, très présent. Mais une fois que je me suis construit une vision des choses et qui est toujours en mouvement, hein, c'est jamais figé, ça évolue au cours du temps évidemment. Mais j'ai eu besoin de ça pour retrouver de l'équilibre et retrouver moi de la sécurité, parce que ce besoin de sécurité, évidemment que je l'ai aussi. Après, il y a un autre besoin, je pense, qui est assez évident à percevoir chez les personnes qui ne sont pas en accord avec les lois là, qui sont en train de passer, qui sont profondément liberticides, etc. Donc c'est le besoin de liberté. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un grand besoin de liberté. Liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté de prescrire. Enfin, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu que ces histoires avec l'hydroxychloroquine et les traitements, etc. Quel sens ça a d'interdire un traitement qui fonctionne et qui fait ses preuves dans tout un tas d'autres pays? Quel sens ça a? On revient au sens pour le coup. Mais voilà, pour moi la liberté, mais c'est essentiel. Si vous trouvez que l'hydroxychloroquine, vous en voulez pas parce que c'est dangereux, eh ben vous en prenez pas, mais laissez les personnes qui arrivent à se soigner avec succès avec l'utiliser. De la même manière que moi je suis pas contre le vaccin en général, je suis contre l'obligation qu'on voudrait me faire de me vacciner. Moi j'ai pas envie d'être vaccinée. Mais j'ai pas envie qu'on m'oblige, mais que ceux qui ont envie de se faire vacciner puissent se faire vacciner, évidemment. Moi, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de son corps. C'est vraiment OK pour moi. Donc ce besoin de liberté, pour moi, mais c'est essentiel. Et je pense que ça rassemble quand même un bon nombre de personnes qui sont étiquetées complotistes. Alors après, est-ce que les complotistes sont des narcissiques et des psychopathes et tout ça, je vous laisse juger auprès des personnes que vous connaissez et qui arrivent à assumer publiquement, ou en tout cas auprès de vous, qu'elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Et donc je vous laisse regarder si ce sont des racistes, des gens
voilà, qui sont d'extrême droite et négationnistes, etc. Donc vous voyez, tous ces besoins dont je viens de parler là, que ce soit le besoin de sécurité, le besoin de sens, le besoin de liberté, le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin de contribution, on les a tous ces besoins-là. Et s'il y a quelque chose dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui, quelles que soient nos opinions, c'est de nous relier les uns aux autres, de nous soutenir les uns avec les autres. Alors c'est plus facile de nous soutenir ou de soutenir des personnes avec lesquelles on a des opinions qui sont proches et on a une vision des choses et de la vie et de ce qui se passe qui est proche, c'est clair que c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas forcément nécessaire. Et on peut aussi se relier et soutenir des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Et ça, c'est un sacré défi, mais c'est possible en fait. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous encourager déjà peut-être à clarifier pour voir un petit peu où vous en êtes de votre vision des choses, voilà, faire un peu le point, ressentir où vous en êtes de votre compréhension, de votre positionnement ou pas, ou de votre non-envie de vous positionner, enfin voilà, de clarifier un petit peu où vous en êtes. Et puis en fonction de ça, si vous sentez que vous aboutissez à un positionnement qui n'est pas forcément facile par rapport au regard des autres, par rapport à la masse de la société, parce qu'il y a clairement un des deux camps qui est quand même beaucoup plus représenté que l'autre et qui est peut-être un peu moins facile à porter, enfin je sais pas, après tout est relatif, parce que croire vraiment qu'il y a ce virus et qu'on venait en danger avec ce masque, je sais pas si c'est si facile que ça non plus, ça c'est clair. Mais bon bref, si vous vous retrouvez dans le camp des personnes qui sont un peu moins nombreuses et que vous vous sentez isolé, je vous rappelle qu'il y a un besoin qui est vraiment essentiel, c'est quand même le besoin de soutien, de connexion, de partage et d'écoute. Donc vraiment, moi, je vous encourage à trouver des alliés. Quelles que soient vos opinions d'ailleurs, observez si vous vous sentez isolé dans ce que vous portez comme vision des choses et comme opinion, je vous encourage vraiment à observer autour de vous les personnes. Pas forcément les personnes qui sont les plus en vue, qui sont les plus grandes gueules, etc. Mais juste observez autour de vous les personnes. Et si vous sentez qu'il y a certaines personnes peut-être qui sont un petit peu plus ouvertes, etc., vous pouvez lancer une ou deux perches, une ou deux sondes pour tâter le terrain, voilà, vous exprimez votre mal-être comme ça, l'air de rien, pour voir comment en face ça réagit, voir s'il y a de l'ouverture, pas de l'ouverture, etc. Mais vous avez besoin de trouver des alliés. Je dis pas forcément des alliés pour faire la révolution, là je suis pas en train de vous inciter à la révolte ou quoi que ce soit. Je vous encourage juste à pas rester seul. Parce que je sais comment c'est pas facile quand on voit, quand on a une certaine vision des choses et qu'on voit là un certain nombre de choses en train de se mettre en place, mais ça peut être juste insupportable en fait. Ça peut être vraiment insupportable quand on se sent isolé sur son lieu de travail, etc. Donc vraiment, mais cherchez des alliés. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de gens, moi c'est ça qui me fait un peu triste, c'est qu'il y a plein de gens qui croient être seuls et qui du coup s'isolent et se renferment encore plus. Alors que si vous nourrissez cette nouvelle croyance qu'en fait vous n'êtes pas seul et que vraiment vous prenez le temps d'observer autour de vous les uns et les autres qui ne parlent plus là, qui ne s'expriment plus, parce que souvent ceux qui ne sont pas d'accord, c'est ceux justement, c'est pas les grandes gueules, c'est ceux qui justement qui disent plus rien et puis qui rasent les murs. Donc observez qui rasent les murs. Observez qui rase les murs. Et si vous vous sentez seul, mais trouvez des alliés. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est essentiel. Parce qu'on a besoin de cette écoute, on a besoin de cette empathie, on a besoin d'échanger de cœur à cœur, sans se cacher. Moi, j'ai vraiment un grand besoin d'authenticité, de pouvoir voilà, me positionner, exprimer librement ce que j'ai à dire. Et j'assume que je peux me tromper, voilà, c'est pas grave ça, mais c'est important l'authenticité pour moi. Et je pense qu'on est plusieurs à avoir ce besoin-là et juste sentir qu'on doit se cacher et pas dire ce qu'on pense, mais c'est juste, pour beaucoup de personnes, je sais que c'est vraiment douloureux. Et peut-être après, si vous trouvez des alliés, vous trouverez peut-être des idées d'action, de choses à exprimer ensemble, à faire ensemble. La créativité et l'action, elles peuvent venir après ou pas. Mais je ne sais pas si c'est le plus important, parce que moi je pense que déjà le plus important c'est de ne pas rester seul. Voilà, alors pour terminer cette vidéo justement en parlant de ne pas rester seul, je voulais vous parler des ateliers là, que je vais programmer dans les prochaines semaines.
Donc fin septembre, le dimanche 20 septembre de 14h à 16h, je vais animer un atelier en ligne qui s'appelle « Clés pour une santé et une vitalité naturelle ». Dans cet atelier, c'est vraiment des outils de naturopathie hygiéniste que je vais partager avec vous. C'est vraiment des choses que je trouve essentielles parce que parfois on sait bien qu'on voudrait reprendre sa santé en main, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Et puis on ne comprend pas trop, alors comme on ne comprend pas trop comment ça fonctionne, on a peur de faire des erreurs, on ne sait pas trop voilà, comment s'y prendre. Moi je vais vous partager vraiment des clés qui sont simples pour comprendre vraiment quelques bases de comment ce corps-là il fonctionne. Et une fois qu'on a compris ça, on peut utiliser ces leviers en fonction de ce qu'on ressent et de ce dont on a besoin. Voilà, si on sent qu'on a besoin par exemple de soutenir une détoxination du corps, eh ben, on sait comment faire pour faciliter ça. On peut avoir d'autres leviers pour régénérer le corps, pour avoir plus de vitalité. Alors je sais que dans les personnes qui m'écoutent, qui regardent mes vidéos, vous êtes plus habitués souvent à m'entendre parler d'émotions, de stress, etc. Mais il y a aussi quelque chose sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que quand on a un corps qui est en vrac, qui est complètement ramolli, qui est fatigué, qui est complètement surchargé, etc., eh ben, ça n'aide pas à gérer ses émotions, évidemment, ça n'aide pas à gérer son stress, ça n'aide pas à gérer son mental, ses ruminations, et ça n'aide pas à inviter la présence consciente en soi, parce que la présence consciente, c'est d'abord dans le corps. Quand on fait un stop, on remet d'abord son attention et sa présence dans le corps, et le corps, c'est le début de tout en fait. On est des êtres incarnés. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de commencer cette rentrée là de septembre avec un atelier sur le corps, même si je sais que vous n'avez pas forcément l'habitude de m'entendre parler de ça. Mais c'est juste essentiel et c'est la base. Après, il y aura d'autres ateliers où on ira plus sur des choses émotionnelles, sur le stress, sur la conscience, etc. Mais je trouvais que commencer cette rentrée en parlant du corps, c'était vraiment donner un signal important sur les bases en fait. Et puis début octobre, j'avais envie de vous proposer un type d'atelier en ligne un petit peu différent. J'avais envie de vous proposer vraiment un espace d'échange, de partage, de questions-réponses, un temps d'écoute empathique où on peut venir exprimer et déposer dans le groupe voilà, ce que l'on vit à ce moment-là, les questions qu'on peut avoir sur différentes pratiques de présence consciente, de gestion émotionnelle, du stress, etc. Des pensées, des croyances, ou juste voilà, un moment pour écouter les autres, pour s'exprimer peut-être soi-même si on a envie ou pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation pour ça. Et puis un moment pour partager ensemble des pratiques, voilà, pour pratiquer ensemble et pour après pour se faire des feedbacks sur la manière dont on l'a vécu ou pas, etc. Et j'avais vraiment envie de vous partager ce type d'atelier nouveau là début octobre, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce dont on a besoin c'est de se relier les uns aux autres, de trouver un espace d'expression qui est libre, d'expression qui est bienveillante, et un espace d'accueil et d'écoute et de connexion aux autres et de partage. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, c'est pas parce que moi, je me suis positionnée de manière complotiste que ce genre d'atelier doit devenir un repère de complotistes, on est d'accord. Toutes les opinions sont les bienvenues et dans mes ateliers, je pose vraiment comme prérequis que voilà, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se critiquer, on n'est pas là pour donner ses opinions, donc c'est vraiment pas ça qui est important. Ceux qui ont déjà participé à plusieurs de mes ateliers le savent. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, quelles que soient vos opinions, quels que soient les défis que vous êtes en train de traverser en ce moment. Et je pense qu'il y a moyen de passer vraiment de beaux moments ensemble dans ces ateliers. Donc je vous mets toutes les informations dans la description de ce contenu, que ce soit en podcast ou en vidéo. Je vous mets le lien donc, de l'atelier sur la naturopathie, là, les clés pour une santé et une vitalité naturelle. L'atelier d'écoute et de partage, il n'est pas encore sur pied, mais dès qu'il sera dispo, je vous en parle et je vous tiens au courant. Je vous mets dans la description aussi le lien pour vous abonner à la newsletter, comme ça si vous voulez être sûr de rien louper comme information, c'est un bon moyen de rester en contact. Et si vous vous abonnez, vous aurez aussi en cadeau l'e-book. Donc comme ça, vous pourrez, si vous ne l'avez pas encore lu, découvrir cet e-book que j'ai écrit sur la présence consciente. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Bye bye, à une prochaine.